Salut! Il y a 2 semaines, je vous ai conseillé des metteurs en scène. Et il y a un détail vraiment très léger que j'ai oublié de mentionner. C'est quoi un metteur en scène en fait? Afin de m'attaquer à ce gros sujet, j'ai choisi de vous parler d'une théorie qui est beaucoup disputée parmi les historiens et historiennes du théâtre, la naissance de la mise en scène moderne. C'est un sujet extrêmement complexe, bourré d'incohérences, de réserves, mais qui nous fera voyager dans toute l'Europe, à commencer par Limoges. C'est parti! Alors, on va y aller doucement dans cet épisode, petit à petit, pour présenter les origines de la mise en scène moderne et qui serait le premier metteur en scène français. Pour commencer, il y a un point très important sur lequel se base cette théorie. Parler de la mise en scène du temps du théâtre grec ancien, de Molière en tant que metteur en scène ou encore des mises en scène de Georges Feydeau, ça n'aurait aucun sens. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, à dans 2 semaines et des bisous. Blague à part, la mise en scène en tant qu'activité principale d'une seule personne qui se dédie entièrement à cette activité professionnelle pour créer un spectacle serait apparue en effet bien plus tard, en 1887. Afin de vous expliquer pourquoi les théoriciens et théoriciennes ont retenu cette date précisément, eh bien, il faut que je vous présente le contexte historique. À l'époque, les métiers du théâtre se composent majoritairement de 3 postes. Le directeur du théâtre, qui sélectionne les auteurs des prochains spectacles, leurs dates et le casting. Les acteurs, qui sont souvent formés en troupe et qui sont engagés par le directeur du théâtre, souvent pour 1 an. Et enfin, le régisseur. Et le régisseur, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Il est peu écouté, doit répondre aux exigences des acteurs et du directeur. À la fois technicien, parfois lui-même acteur, directeur d'acteurs, son métier n'est pas vraiment reconnu par la profession, quand il n'est pas complètement mis de côté. En effet, parfois c'est carrément l'auteur de la pièce qui gère comment représenter son texte sur scène et la direction des comédiens. De plus, les représentations et les conditions de représentation sont un petit peu vieillottes. En effet, fin du 19e siècle, on voit arriver le gaz puis l'électricité en France qui pourraient redéfinir les techniques théâtrales. Sauf que les directeurs de théâtre et les comédiens-comédiennes ne semblent pas vouloir bouger leur popotin. En effet, les deux restent avec des textes de vaudeville que tout le monde a déjà entendu une fois dans sa vie et un jeu de déclamation peu émotif face à un public qui cherche toujours plus à se montrer qu'à se cultiver. Alors, qui pourra sauver la mise en scène française? Qui pourra faire bouger tout ce joli beau monde? Eh bien, c'est un jeune homme de Limoges, je vous l'avais dit, un excellent acteur et un féru de nouvelles écritures, André Antoine. Né en 1858, André Antoine découvre le théâtre en intégrant une troupe de théâtre amateur. En montant à Paris, il découvre ce que donne le théâtre professionnel de la capitale. Et il est pas content. Et il a ses raisons, parmi lesquelles des auteurs médiocres, des salles inconfortables et chères, des vedettes cabotines et des troupes sans cohésion. Il décide de montrer ce que pourrait devenir pour lui le théâtre français en s'installant dans la salle des Menus Plaisirs dans le 10e arrondissement de Paris. C'est ainsi que naît, en 1887, le Théâtre Libre. Comme je vous le disais, c'est à cette date précisément qu'on attribue la naissance de la mise en scène moderne, avec comme figure de proue André Antoine. Mais qu'est-ce qu'a fait André pour mériter ce piédestal ? Antoine souhaite remettre ses lettres de noblesse au fameux métier de régisseur dont je vous parlais précédemment. Pour lui, c'est un métier indispensable et qui ne devrait pas se faire marcher sur les pieds par la direction. Cette profession, qui est en réalité pour lui un art, se compose en 2 parties. Une partie matérielle et une partie immatérielle. La partie matérielle, ce sont les décors, les costumes, les accessoires qui doivent respecter le texte et les indications de l'auteur. Auparavant, on ne s'occupait pas trop des décors. On peignait des toiles peintes en trompe-l'œil, qu'on recyclait et puis emballait, c'est pesé. Antoine, lui, il veut des vrais meubles, fonctionnels, des vrais accessoires, qui correspondent à l'époque décrite par l'auteur. La partie immatérielle, c'est le jeu des comédiens.
Je vous le rappelle, à l'époque, les comédiens déclamaient leurs textes face au public, sans vraiment vivre la chose. Antoine, lui, il veut que ses comédiens vivent la chose, quitte à se foutre complètement du public et à lui tourner le dos. Chose un peu interdite et très mal vue à l'époque. André-Antoine, si vous voulez, il souhaite que le spectateur soit un témoin d'une histoire, comme s'il était devant un appartement dans lequel on aurait abattu un mur. Il remet ainsi au goût du jour une notion venant tout droit de Denis Diderot qu'on appelle le quatrième mur. Cela signifie que les comédiens jouent dans une boîte à 4 murs fermés et qu'ils ne se soucient absolument pas du fait que les spectateurs et spectatrices les observent. Parce que pour André-Antoine, je cite, « c'est le milieu qui détermine les mouvements des personnages et non les mouvements des personnages qui déterminent le milieu. » D'où cette importance du décor qui doit régir l'action et non le contraire. Mais cette partie matérielle, si importante pour André-Antoine, c'est pas lui qui l'a inventée. Pour cela, il faut prendre nos valises du côté de l'Allemagne, avec un petit saut dans le temps en 1874. À cette époque, l'Allemagne est dirigée par un fervent défenseur du théâtre, Georges II, duc de Saxe-Meiningen. Voulant avoir une troupe pour lui tout seul, il rassemble des comédiens, dirige la discipline artistique du groupe, appelée alors Compagnie Meininger, dessine lui-même les décors et les costumes. D'ailleurs, chaque costume, chaque meuble doit être d'époque. Ça ne vous rappelle rien ? C'est normal, la compagnie Meininger donnèrent 3000 représentations en Europe, de Stockholm à Moscou, et André-Antoine les vit à Bruxelles et a dû prendre quelques notes en passant. Antoine se base donc sur une recherche artistique et historique pour construire le fameux milieu dans lequel évolueront les personnages des textes choisis. Et justement, niveau texte, je le rappelle, Antoine considère les auteurs choisis par les directeurs de théâtre comme médiocres. Il compte donc sur la nouveauté pour faire évoluer le théâtre français comme il l'entend. Il va donc aller chercher du côté des jeunes auteurs pas encore mis en scène et aussi des auteurs étrangers, notamment venant de Scandinavie. Antoine va effectivement trouver son bonheur du côté de l'auteur norvégien Ibsen et de l'auteur suédois Strindberg. Ce sont des auteurs absolument passionnants que je vous incite à découvrir, mais qui mériteraient un épisode entier. Pour résumer, leurs textes se concentrent sur des personnages sortant de la vraie vie et qui commettent parfois des actes inexplicables, remettant en cause le dysfonctionnement de la société norvégienne et suédoise, mais qui pourrait correspondre aussi à la société française. Leurs textes permettent à Antoine de travailler des textes très profonds avec ses comédiens, afin de leur apprendre qu'on peut interpréter des personnages complexes à condition d'être rigoureux. Faisons un peu le bilan au regard des griefs d'André-Antoine envers le théâtre français. Antoine ouvre le théâtre libre en mettant en scène des textes nouveaux, parlant de dysfonctionnement sociétal, des textes qui peuvent être apparentés à des textes politiques. Il utilise l'arrivée de l'électricité pour plonger la salle dans le noir complet et commence à utiliser des projecteurs pour créer des atmosphères particulières. La salle est d'ailleurs plus confortable, avec un prix accessible pour toutes et tous. Les comédiens dirigés par Antoine se prêtent à une discipline rigoureuse et évoluent dans un décor, un environnement qui sonne réel et qui, selon Antoine, détermine les mouvements des personnages, voire leur destin. En réalité, ce phénomène, on peut le résumer par un seul mouvement artistique, le naturalisme. C'était tout le postulat d'Émile Zola, qui était d'ailleurs un proche d'André-Antoine. Il faut parler des dysfonctionnements de la société avec des personnages complexes, plongés dans un milieu complexe. C'est pour cela que dans les pièces de théâtre dites naturalistes, il y a énormément de didascalies et d'indications faites par les auteurs. Plusieurs des mises en scène d'André-Antoine tentent de répondre à ces exigences et à ces didascalies en tentant de représenter une sorte de tranche de vie. Parfois, ça va vraiment très très loin. Comme par exemple dans Les Bouchers, un texte qu'il a mis en scène où il a fait une vraie boucherie, avec de la vraie viande sur scène. Je vous jure, je pense pas que ça passerait aujourd'hui.
Alors maintenant, pour conclure, on va tenter de définir ce qu'est la mise en scène. La mise en scène, c'est une vision artistique d'un texte ou d'un projet de spectacle vivant, ainsi que les choix concrets et cohérents qui collent à cette vision artistique. Et cela inclut les décors, les costumes, les accessoires. Ça inclut évidemment le jeu des comédiens, mais aussi les transitions entre les scènes, s'il y en a, ou encore ce qu'on ajoute au texte, ou ce qu'on retire du texte. Un metteur en scène, comme un réalisateur, travaille en collaboration avec d'autres personnes et d'autres métiers, comme des scénographes, des créateurs lumière et son, des costumiers ou évidemment des comédiens et comédiennes, afin de faire ses choix artistiques cohérents. On m'a toujours présenté André-Antoine dans mes études comme le sauveur qui aurait inventé la mise en scène moderne. C'est effectivement la théorie la plus étudiée et c'est celle qu'on donne notamment aux étudiants en études théâtrales. Et je suis pas forcément d'accord avec. Pour moi, André-Antoine n'est pas l'inventeur de la mise en scène. Si on y réfléchit bien, les poètes grecs autant que Molière prenaient des décisions artistiques pour leurs textes. Donc, techniquement, ils faisaient de la mise en scène. Je pense par contre qu'André-Antoine a développé un métier qui est indispensable aujourd'hui dans nos théâtres, le métier de metteur en scène. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à checker les sources en description si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. N'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez un épisode sur Ibsen par exemple ou sur le théâtre scandinave en général. Partagez la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître mon travail. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. On se retrouve en fin de mois d'octobre pour une vidéo un petit peu spéciale que je prépare. Ça va être Halloween. On va se marrer. Ciao!